Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo concernant la correction de l'activité numéro 9 intitulée Pile ou face du chapitre 9 portant sur la fluctuation des fréquences selon les échantillons et des probabilités. Donc l'objectif de cette activité est de prendre conscience de la variabilité des fréquences lors d'une expérience aléatoire, puis de faire le lien avec la notion de probabilité. Et donc pour ce faire, on va s'appuyer sur un jeu vieux comme le monde qui s'intitule le jeu de Pile ou face. Donc le principe vous le connaissez. On parie sur le côté d'une pièce, on lance celle-ci et on regarde si effectivement on a eu juste ou faux. Donc cette activité pile ou face est encore utilisée de nos jours, notamment dans plusieurs situations. Donc l'une des plus connues est probablement lors d'un match de football par exemple, où on décide à pile ou face pour savoir qui, petit a, aura le ballon pour le premier coup d'envoi, ou petit b choisira plutôt le côté de son terrain. Donc voilà par exemple un exemple de situation. Donc comment répondre à cette question ? On va faire ça proprement. Donc je rappelle que pour répondre proprement, il faut créer une zone de texte. Donc pour ce faire, insertion, et ensuite zone de texte que l'on peut dessiner sous la question 1. Effectivement, noter notre réponse, donc pour le cas, dans le cadre d'un match de foot. Tac. Donc voilà pour notre introduction. Donc maintenant, nous allons voir le vocabulaire qui va être propre à une expérience aléatoire. Donc, situation numéro 1, l'objectif de cette partie est bien de mettre en place ce vocabulaire spécifique propre aux expériences aléatoires dans le cadre du jeu pile ou face. Donc, dans notre jeu de pile ou face, pourquoi est-ce que la pièce doit être bien équilibrée ? Tout simplement pour qu'on ait autant de chances d'obtenir un pile qu'un face. En effet, s'il a été déséquilibré, auquel cas on n'aurait plus une chance sur deux pour trouver la bonne réponse. Donc, le jeu serait forcément faussé, autrement dit, truqué. Donc, zone de texte, hop, simplement pour avoir autant de chances d'obtenir le côté pile et le côté face. Donc, du coup, quels sont les seuls résultats possibles de ce jeu ? Effectivement, il n'y en a que deux, c'est soit pile, soit face. Donc les résultats sont pile ou face. Je rappelle pour les petits malins que la tranche, c'est pas possible. Ou alors, gros coup de chance, mais encore jamais vu. Donc les résultats sont pile ou face, mais est-ce qu'il est possible de prédire avec certitude à l'avance le résultat ? Tout est dans le principe du pile ou face. En fait, non, c'est un pari. On ne peut pas prédire à l'avance. Donc, on ne peut pas prédire à l'avance. Si on pouvait le faire, il n'y aurait plus de jeu, en réalité. Ou alors, la pièce est sacrément truquée. Du genre 0% de chance d'avoir pile et 100% d'avoir face. Le résultat. Donc, si on décontextualise un petit peu, c'est-à-dire si on se retire du jeu pile ou face, qu'est-ce qu'on a vu dans cette première partie ? On appelle expérience aléatoire une expérience dans laquelle on ne peut pas prévoir le résultat. C'est tout le principe. On dit donc qu'une expérience aléatoire dépend du hasard. Donc, expérience aléatoire égale résultat qui dépend du hasard. On appelle alors issus, ISSUES, les résultats possibles d'une expérience, et on nomme alors univers avec la lettre grecque oméga majuscule l'ensemble de ces issues. On note alors oméga égale et entre accolades les issues possibles. Donc par exemple, dans le cas de ce jeu, l'univers du jeu pile ou face sera la chose suivante. Donc insertion, zone de texte. Donc tout d'abord le nom de l'univers qui est oméga. Donc oméga c'est une lettre grecque qui n'apparaît pas sur le clavier. Donc pour ce faire, il va falloir aller dans insérer des caractères spéciaux que l'on trouve ici, ou alors qu'on peut éventuellement trouver dans insertion également caractères spéciaux. À partir de là, va falloir chercher la lettre grecque. Donc là vous avez ce qu'on appelle un sous-ensemble. En cliquant sur la flèche, vous pouvez avoir directement à la partie concernant les lettres grecques, pour gagner un peu de temps. Et donc maintenant, oméga ici. Inséré, effectivement, oméga apparaît dans la zone de texte. Donc notre univers oméga est égal, donc l'ensemble des réponses, c'est-à-dire soit pile, point virgule, soit face. Donc on a bien utilisé ici le terme de ensemble, donc mathématiquement un ensemble, ça se note entre une double accolade. Donc comment réaliser une double accolade sous LibreOffice Calc ? Tout simplement de la manière suivante, insertion, forme, et ensuite forme ça doit être symbole et accolade. Et à partir de là, effectivement, vous pouvez dessiner votre accolade. Hop, un peu là, hop, un peu petite,
On va agrandir. On va mettre un peu d'épaisseur. Peut-être un peu moins d'épaisseur. D'accord. Hop, elle est ici. Et il n'y a plus qu'ensuite à la décaler pour englober nos issues. Donc voilà, pour l'univers de notre jeu pile ou face, eh bien oméga égale et entre accolades, soit pile, soit face. Donc maintenant que les choses sont claires au niveau du vocabulaire, on va pouvoir passer à ce qu'on appelle aux échantillons de taille n. Donc dans cette situation, l'objectif est de s'intéresser à la fréquence d'apparition d'un événement lié à une expérience aléatoire. Donc pour ce faire, on va désigner par P majuscule l'événement la pièce retombe sur le côté pile, et par grand F l'événement la pièce retombe sur le côté face. Donc pour ce faire, il va falloir d'abord simuler un lancer de pièces de monnaie 8 fois. Pile. Face. 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 Donc, voilà, donc maintenant si je note les réponses, donc il y a eu un seul pile, puis ensuite que des faces. Comme quoi des fois le hasard c'est étonnant. Donc voilà, donc maintenant qu'on a terminé notre série d'expériences aléatoires, donc indiquez la taille de votre échantillon. Bah ici on a bien réalisé 8 fois le lancer de pièces, donc on va dire que notre échantillon, c'est-à-dire notre ensemble d'expériences, a une taille de 8. Insertion zone de texte. Donc taille de l'échantillon est de 8. Donc voilà, donc nécessairement vous n'avez pas forcément les mêmes réponses que moi, on est bien d'accord que l'idée c'est de garder vos propres résultats et puis après d'adapter la correction en fonction de ce que vous avez obtenu. Donc par la suite, je vous redemande également de réitérer l'opération, donc c'est-à-dire recommencer 8 fois encore un lancer de pièces. Donc pour cette fois-ci, j'ai obtenu la réponse suivante, pile, pile, face, 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 pile, face, face. Donc on voit déjà que les résultats sont différents par rapport au cas précédent. Et je vous demande de réitérer une troisième fois l'expérience, enfin plutôt cette série d'expériences, donc c'est-à-dire une nouvelle fois 8 fois lancer de pièces de monnaie. Et là, j'ai obtenu les résultats suivants, face, face, pile, 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 face, pile et pile. Donc voilà, donc encore une fois, gardez vos valeurs et adaptez la correction en conséquent. Donc maintenant que nos échantillons sont complets, on va pouvoir passer à la question 4 qui est de compléter puis formater le tableau ci-compte. On vous demande tout simplement de compter le nombre de fois où apparaît l'événement P et l'événement F. Donc je rappelle, un occurrence signifie le nombre de fois. Donc pour le premier échantillon, l'événement P je l'ai eu qu'une seule fois. Donc du coup l'événement F 7 fois. Pour l'échantillon numéro 2, pareil, il va falloir compter. Donc l'événement pile une fois, 2 fois, 3 fois. Ce qui veut dire nécessairement que l'événement face, je l'ai eu 5 fois. Enfin, dans l'échantillon numéro 3, le pile, je l'ai eu une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Donc dans ce cas, j'ai obtenu 5 fois l'événement face. Donc là, on a bien complété le tableau. Par contre, on ne l'a pas formaté. Donc je rappelle, pour nous, formater, ça signifie 3 choses. Centré, bordure, couleur. Donc comment faire cette chose? Il suffit tout simplement de sélectionner le tableau. Pour centrer, de cliquer tout simplement sur l'intitulé centré, qui se situe ici. Et effectivement, les chiffres apparaissent bien au milieu des colonnes. Pour créer les bordures, donc là vous avez la petite icône bordure. En cliquant sur la flèche, après vous avez fait différents styles de bordure. Donc classiquement, on prend bien souvent le dernier. Et ensuite, il va falloir mettre de la couleur, mais il va falloir faire ça de manière pertinente, arrivé à ce stade de votre formation. Donc appelle-t-on des couleurs pertinentes? Mais en fait, on ne va pas mettre de la couleur dans tout le tableau. En règle générale, on va essayer de mettre en valeur les titres des lignes et des colonnes. Donc pour ce faire, j'ai sélectionné la première ligne, échantillon numéro 1, et je vais lui mettre en fond, par exemple, un petit gris clair. Et je vais faire pareil pour la colonne, en couleur de fond, un gris clair. Voilà, comme ça, on voit effectivement de loin directement les titres, ça apparaît bien aux yeux, ça gagne en lisibilité. Et si c'est plus lisible, c'est plus rapide à interpréter. Donc après avoir complété ce tableau d'occurrence, indiquer si les résultats obtenus sont surprenants. Effectivement, ça peut être surprenant dans la mesure où on s'attendait à avoir autant de chances d'avoir pile ou face. On aurait pu penser
qu'on aurait systématiquement 4 piles et 4 faces, qui là n'est pas le cas. Premier échantillon, un seul pile pour cette face. Deuxième échantillon, 3 piles pour 5 faces. Et que le dernier échantillon, effectivement, j'ai du 5-5. Donc, effectivement, de prime abord, on est bien d'accord. Les résultats sont surprenants. Car on a autant de chances d'obtenir un pile qu'un face. En principe, on est bien d'accord. Donc voilà, donc même chose, si on se retire du jeu pile ou face, on cherche à décontextualiser un petit peu les choses, on appelle échantillon de taille n, une expérience aléatoire qui est répétée n fois, mais attention, dans les mêmes conditions, et ça c'est extrêmement important. Donc si on reprend l'exemple de mon lancer de pièces, systématiquement je l'ai lancé avec la main droite, récupéré avec la main droite, puis aplati la paume de ma main droite sur la face de ma main gauche pour lire le résultat. Je n'ai pas changé les conditions, j'ai pas modifié de main, j'ai pas changé de technique, non, j'ai essayé d'être rigoureux et de garder tout le temps la même méthode. Et donc si j'ai bien la même méthode, on parle bien d'échantillon de taille n, si je la répète n fois. Et puis surtout, ce qu'on a pu constater, c'est que pour une expérience aléatoire réalisée sur plusieurs échantillons de même taille, donc là j'ai bien 3 échantillons, 3 fois 8 lancés, on voit qu'un même événement n'apparaît pas le même nombre de fois. Avec notamment pour le premier échantillon, comme on a pu le constater, un résultat très pauvre en événements en pile, puisque je n'ai qu'une seule fois, ou à l'inverse très riche en face, tout dépend de ce à quoi on s'intéresse. Alors que pour le dernier, on est plutôt sur du 50-50. Donc voilà, donc maintenant qu'on a vu un petit peu la notion d'échantillon de taille n à travers 3 lancers différents, abordons plutôt la notion de fluctuation de fréquence d'échantillon de taille ici strictement égale à 8. Donc l'objectif de cette partie, c'est de s'intéresser à la fluctuation d'échantillonnage en suivant la fréquence d'apparition de l'événement P. Alors, indiquez selon vous la valeur de la fréquence d'apparition de l'événement P que l'on devrait obtenir à ce jeu. Donc, comme on l'a dit un petit peu précédemment, on a autant de chances d'obtenir pile que face. Donc normalement, la fréquence d'apparition de l'événement P, ça devrait être 1,5. Ou alors, si vous préférez, en nombre décimal, 0,5. Ou encore, si vous préférez, en pourcentage, 50%. On est bien d'accord. Et attention, c'est petit f pour fréquence, et le P qui doit être mis en indice, donc il suffit simplement de sélectionner le P et de cliquer sur indice. Voilà. Donc compléter puis formater le tableau suivant. Donc dans ce tableau suivant ont été reportés automatiquement l'occurrence de l'événement P du premier échantillon, à savoir 1 pile, du deuxième échantillon, à savoir 3 piles, et enfin du troisième échantillon, c'est-à-dire 5 piles. Donc effectivement, il s'agit de compléter ce tableau en calculant la fréquence. Donc je rappelle, la fréquence, c'est nombre de fois où l'on observe un événement divisé par la taille de l'échantillon. Donc il s'agit bien de faire un calcul. Donc je rappelle sur LibreOffice Calc, un calcul commence toujours par le symbole égal. Et donc du coup, pour la fréquence d'apparition d'événements P du premier échantillon, c'est bien une fois le pile divisé par la taille de l'échantillon, c'est-à-dire le chiffre 8. Et j'obtiens 0,13. Il en va de même de l'échantillon numéro 2, le calcul commence par égal. Il suffit simplement de cliquer sur le nombre de fois où j'ai obtenu l'événement P, que divise le nombre de lancers, c'est-à-dire 8. Et enfin, dernier échantillon, même chose. Le calcul commence toujours par égal. J'ai bien obtenu 5 fois l'événement P, que je retranche, que je divise par la taille de l'échantillon, à savoir 8. Et donc là, on a complété le tableau, donc j'ai choisi de garder la forme décimale et non en pourcentage, pour des lisibilités un peu plus tard. Mais attention, la question est bien en 2 parties, on a bien complété, maintenant il faut formater le tableau. Donc une nouvelle fois, on le sélectionne, on centre le contenu, on intègre une bordure, et on rajoute des couleurs de manière pertinente, donc encore une fois en mettant en valeur notamment le titre du tableau. Je vais garder mon gris. Je vais gagner en lisibilité. Vous pouvez éventuellement passer le titre en gras si vous le souhaitez. Là-dessus, ça pose pas spécialement de soucis. En revanche, attention à bien du coup redimensionner la taille des cellules pour que le texte apparaisse clairement, ce qui n'est pas tout à fait le cas ici. Voilà.
Alors, maintenant, si on cherche à décrire les résultats obtenus, on a obtenu dans un premier temps une fréquence d'apparition de l'événement P de 0,13, 0,38, 0,63. Alors, effectivement, de prime abord, on pourrait penser que ça ne fait qu'augmenter avec le temps, donc ça, c'est complètement du hasard. On n'a fait que 3 échantillons. Peut-être qu'arrivé au 4e échantillon, les résultats seraient moindres, hein. On va savoir. Par contre, ce qui est sûr, quand on constate nos résultats, c'est qu'on voit que la fréquence d'apparition n'est pas la même. Elle varie selon les échantillons. Donc, la fréquence d'apparition de l'événement P varie selon les échantillons. Donc, en déduire si cela corrobore la réponse à la question 1, pas vraiment, parce qu'à la question 1, on s'attendait effectivement à avoir 0,5 tout le temps, et là, ce n'est pas le cas. Donc, cela ne recoupe pas la réponse à la question 1. Donc ça, c'est pour le cas du jeu pile ou face, encore une fois, parmi 3 échantillons, chacun ayant une taille de 8 lancers. Donc maintenant, même chose, si on cherche à décontextualiser, c'est-à-dire si on cherche à s'éloigner du jeu pile ou face pour essayer d'obtenir des généralités, on obtient la chose suivante. Donc pour des échantillons de taille restreinte, donc là effectivement j'avais que 8, la fréquence d'apparition du côté pile est différente de celle que l'on avait prévue. On pensait en avoir obtenu 0,5, effectivement on a eu autre chose. Tiens, d'ailleurs au passage, une erreur, 5, on est sur une taille 8, donc 5, 6, 7, 8, ça veut dire 3. Mes excuses pour cette erreur. Hop, je reprends. Donc voilà, donc pour des échantillons de taille restreinte, la fréquence d'apparition du côté pile est différente de celle que l'on a prévue. Très bien. Donc pour des échantillons de même taille, c'était le cas de notre exemple, la fréquence d'apparition de l'événement pile varie. Effectivement, on n'a pas obtenu la même. Donc on va parler alors de fluctuation de fréquence. Variation, fluctuation. Qu'est-ce qui a fluctué, qu'est-ce qui a varié? Ici, ce sont bien nos fréquences d'apparition. Et enfin, donc au sein d'un échantillon d'une expérience aléatoire, il est possible de calculer la fréquence d'apparition d'un événement qu'on note F, indice événement. Donc fort de ces décontextualisations, on peut avancer un petit peu dans l'activité. Là, on vous demande notamment de calculer ce qu'on appelle l'étendue des fréquences d'apparition de l'événement P que l'on note E comme étendue et indice P parce qu'on s'intéresse à l'événement P. Donc là, ça rappelle un petit peu les statistiques. L'étendue en statistique, si vous vous souvenez, c'était le maximum moins le minimum. Et bien ici, l'étendue de fréquence de l'événement P, ça va être égal tout simplement à la fréquence maximale moins la fréquence minimale. Donc la fréquence maximale, on a obtenu 0,63, qu'on va retrancher à 0,13. Et donc du coup, si on pose 0,63 moins 0,13, il nous reste donc 0,5. Voilà, donc là c'est un E minuscule, et là c'est un P qui est en indice. Donc on a bien calculé notre étendue. Bon, maintenant, quel est l'intérêt de cette étendue? Que signifie une étendue de 0,5? Alors, il y a plusieurs interprétations possibles. La première, il y a 0,5 d'écart entre la fréquence minimale et la fréquence maximale. Donc effectivement, si je prends la minimale 0,13 et que je rajoute 0,5, j'arrive à 0,63. Première possibilité. Nous, on va plutôt privilégier une autre interprétation. L'étendue permet en fait d'évaluer la fluctuation de nos fréquences sur une échelle allant de 0 à 1. Donc ici, en allant de 0 à 1, on a une variation de 0,5, ce qui reste quand même conséquent. Donc l'étendue permet d'évaluer, on va dire, le niveau de fluctuation de la fréquence sur une échelle allant de 0 à 1. Sachant que plus ce nombre sera faible, plus la fluctuation sera faible, et à l'inverse, plus l'étendue sera élevée, plus la fluctuation des données sera élevée. Et donc même chose, si on cherche un petit peu à décontextualiser, c'est-à-dire à se retirer du jeu de pile ou face, on appelle tout simplement l'étendue des fréquences E, relative à un événement, et à une série d'échantillons, le nombre E, indice événement, qui est égal à la fréquence maximale, moins la fréquence minimale. Donc nous avons vu comment déterminer la fréquence d'apparition de l'événement P pour un échantillon de taille n égale 8, donc un petit échantillon, puis on a pu voir comment calculer
du coup l'étendue de nos fréquences. Donc maintenant, on va s'intéresser à des échantillons beaucoup plus grands, qui ont notamment une taille de 50. Donc dans cette partie, on va simuler 10 fois 50 lancers de pièces. Et pour ce faire, on va appeler grand P l'événement pile et grand F l'événement face. Alors bien évidemment, on va pas lancer 50 fois notre pièce, noter les résultats et recommencer ça 10 fois. On arrête pour la journée. On est bien d'accord. C'est pas possible, ça va prendre trop de temps. Et puis, est-il sincèrement possible de réaliser autant de lancers tout en gardant la même méthode? J'en doute. Donc pour ce faire, on va appuyer sur l'outil informatique pour gagner du temps. Donc effectivement, c'est la réponse à la première question. Donc indiquer le nombre de lancers par expérience aléatoire ainsi que le nombre total de lancers à effectuer dans cette situation numéro 4. Eh bien, puisqu'on fait 50 lancers qu'on répète 10 fois, on arrive à 500 lancers. Ce qui est énorme. Donc l'intérêt de passer par l'outil informatique, c'est surtout pour gagner du temps, d'une part, mais aussi d'éviter d'avoir une modification de nos conditions de réalisation de l'expérience. L'outil informatique va nous garantir que les conditions seront strictement les mêmes. Donc c'est un gain de temps, on va gagner du temps, et puis on va avoir la certitude que les conditions de réalisation de l'expérience restent identiques. Et ça, ce qui est très important si on n'est plus dans le cadre d'une expérience aléatoire de même échantillon. On est bien d'accord avec notamment une erreur ici et là. Voilà. Alors comment est-ce qu'on va procéder à l'ordinateur? Alors l'ordinateur plutôt le logiciel libre fiscal ne va pas nous renvoyer un grand P pour pile ou un grand F. Il va falloir plutôt passer par des numéros. Donc c'est ce qu'on a noté notamment ici. L'événement grand P sera associé au chiffre 1. L'événement grand F sera associé au chiffre 0. On aurait pu faire l'inverse, là c'est un choix. Donc comment est-ce qu'on va simuler ça? Il va falloir utiliser l'instruction suivante qui est égale aléa.entre.borne au pluriel, entre parenthèses 0.1. Donc cette instruction va nous choisir aléatoirement un chiffre situé entre les bornes 0 et 1. Donc comment faire? Pour le premier lancer du premier échantillon, je vais taper égal en majuscule aléa, point en majuscule entre, point en majuscule borne au pluriel, et entre parenthèses, je vais indiquer 0 et 1. Et si j'appuie sur entrée, ça m'a choisi aléatoirement un chiffre entre 0 et 1, en l'occurrence ça m'a renvoyé 0. Donc après effectivement je dois faire la même chose pour le lancer numéro 2. Aléa.entre.borne entre parenthèses 0.1. Cette fois-ci j'ai obtenu 1. Et ainsi de suite. Alors bien évidemment je ne vais pas taper 500 fois ma formule. Pareil, l'outil informatique est censé nous permettre de gagner du temps. Donc il suffit simplement de cliquer sur notre résultat. Et là, sur le gros carré qui est ici, il va falloir le sélectionner pour propager la formule jusqu'en bas. Et donc du coup, ça nous a dupliqué notre formule, ce qui fait que du coup, ça nous a permis de réaliser nos 50 premiers lancers. Alors, on pourrait penser qu'effectivement, pour réaliser l'échantillon numéro 2, il faudrait procéder de la même façon, c'est-à-dire taper égal aléa.entre.borne 0.1. Hop, tiens, petite erreur de frappe. Oula, oui. Entre bornes. Et puis pareil, même chose. J'ai cliqué une fois, donc je clique sur le gros carré et je vais pouvoir propager ma formule jusqu'en bas. Donc il est possible de faire les choses encore plus rapidement. Si je prends par exemple le troisième échantillon, je peux taper égal. Et une nouvelle fois, aléa.entre.borne au pluriel, entre parenthèses 0.1. Je sélectionne sur entrée. Et au lieu de glisser ma formule en bas, je peux tout simplement, sur mon gros carré, encore une fois, juste faire un double clic gauche. Et automatiquement, ça propage la formule. Et on peut aller encore plus rapidement, on peut aller plus loin, plus vite. Une fois qu'on a fait notre première colonne, je peux la sélectionner. Et au lieu de dupliquer vers le bas, je peux la dupliquer vers la droite. Ça va propager nos formules automatiquement vers la droite, et ça va donc du coup nous compléter notre tableau directement. Et effectivement, si on dézoome légèrement, notre tableau est rempli. Et chaque cellule correspond à une expérience aléatoire pile ou face, indiquée par le résultat 0 pour face ou 1 pour pile. Donc on voit qu'effectivement, on a gagné énormément de temps. On a dû le faire encore une fois, entre guillemets, à la main, à l'ancienne.
au moins une bonne heure, si ce n'est deux, hein, tout en s'assurant d'obtenir, encore une fois, les mêmes conditions de réalisation, ce qui n'est pas évident. Donc voilà, nous avons donc nos résultats de nos 500 lancers, ce qui est conséquent. Donc si on passe un petit peu à la question suivante, cette fois-ci, il va falloir maintenant déterminer l'occurrence des événements P, donc encore une fois, le nombre d'événements P obtenus par échantillon, donc c'est-à-dire combien de fois est-ce qu'on a eu P dans le premier échantillon, combien de fois dans le deuxième, combien de fois dans le troisième, le quatrième, le cinquième. Alors première possibilité, c'est de les compter un à un. Donc chaque fois qu'on a le chiffre 1, je compte 1, 2, 3, 4, 5, et ainsi de suite. Bon, le problème c'est qu'encore une fois, ça va prendre du temps. C'est pas forcément évident. Il est possible de rater des valeurs. Il est possible au bout d'un moment de confondre, c'est-à-dire qu'effectivement, on va inverser les 0 et les 1 dans notre tête, ça peut arriver aussi. Et puis franchement, c'est pas ce qu'il y a de plus palpitant non plus. Donc pour ce faire, on va encore une fois s'appuyer sur l'outil informatique, et notamment grâce à cette instruction qui est nb.si, entre parenthèses, plage.1. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire la chose suivante. Ça va nous compter, c'est-à-dire le nombre, au sein d'une plage de données, de résultats 1. Donc autrement, on aura le nombre de cellules si, dans ce qu'on a sélectionné, la cellule contient le chiffre 1. Donc premier exemple, donc égal, puisqu'il s'agit d'une instruction, nb.si, parenthèse, plage, donc je vais sélectionner les résultats de l'échantillon numéro 1. Donc je vais ici, je sélectionne, donc j'ai bien tout ce qui est sélectionné, et ensuite effectivement, une fois que c'est sélectionné, point virgule, 1, fermeture de la parenthèse, on valide avec entrée. Et ça on arrive au chiffre 25, c'est-à-dire que l'événement P est apparu 25 fois dans l'échantillon numéro 1. Donc on peut faire la même chose pour l'échantillon numéro 2. Donc c'est égal à NB pour nombre de cellules si la plage, c'est-à-dire l'échantillon numéro 2. Tac là. Détecte la valeur 1, fermeture de la parenthèse, j'appuie sur entrée, et on arrive à la valeur 22. Et ainsi de suite pour les échantillons 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors, il est possible de gagner encore une fois un peu de temps pour les plus dexters d'entre vous. Donc, nombre de cellules si. Et au lieu de sélectionner la souris la plage, on peut automatiquement sélectionner la colonne en faisant CTRL-SHIFT qui sont maintenus et flèche du bas. Ça sélectionne automatiquement la colonne. Ensuite, il suffit simplement de taper point virgule 1, fermeture de la parenthèse, et on clique sur entrée. Et donc, on a bien notre résultat. Donc, on gagne un petit peu de temps. On peut aller encore un peu plus vite, si vraiment vous êtes à l'aise. Donc, nombre de cellules si, entre parenthèses. Même chose, donc là, c'est la plage de l'échantillon 4. Donc, je clique sur le premier résultat, puis j'appuie sur enfoncer, CTRL-SHIFT. Ça reste enfoncé, je clique ensuite sur la flèche du bas, pour tout sélectionner. Ensuite, sans rien cliquer, j'appuie sur point virgule 1. Et là, je n'ai même pas besoin de fermer la parenthèse, j'appuie directement sur entrée. Et effectivement, ça me renvoie le nombre de fois où apparaît l'événement P dans l'échantillon numéro 4. Donc voilà, donc je vous invite ensuite à faire la même chose pour les 6 échantillons restants. Donc nombre si, hop, tac, 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 point virgule 1, tac. Sauf que ça, je l'ai fait dans l'échantillon 6, bien évidemment. Hop, donc on peut... Voilà, je repasse dans le 5, ça marche. NB, nombre de cellules si, 6, tac, 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 point virgule 1. Donc une fois qu'on est plus ou moins à l'aise, hein, ça va relativement vite là-dessus. Il n'y a pas de problème. Hop, nombre de cellules si. Ça c'est l'échantillon 8. Enfin, l'échantillon 9. Hop, tac. Et on termine par l'échantillon numéro 10. Nombre de cellules si, dans ma plage de données, on détecte le chiffre 1. Et donc voilà, on a complété la première colonne de notre tableau. On a donc compté, ou plutôt on a tapé l'instruction permettant de compter le nombre de fois l'événement P apparaît par échantillon. Et encore une fois, on a gagné du temps. Donc maintenant qu'on a les événements, on va pouvoir calculer la fréquence d'apparition de l'événement P. Donc encore une fois, la fréquence d'apparition, c'est le nombre de fois où cet événement apparaît divisé par la taille de l'échantillon. Donc ici, c'est bien un calcul, donc ça va commencer par égal.
j'ai bien obtenu le chiffre 22, donc j'ai sélectionné le 22, que je divise par la taille de l'échantillon, c'est-à-dire 50. Et je valide avec entrée. Donc pour le premier échantillon, on a une fréquence d'apparition de l'énon P de 0,46 ou encore 46%. 46% de pile. Bien évidemment, pour l'échantillon numéro 2, je vais procéder de la même façon. Égal, je sélectionne le chiffre 30, divisé par la taille de mon échantillon, à savoir 50, et je valide par entrée. Et enfin, pour gagner du temps, je peux tout simplement sélectionner encore une fois le gros carré pour propager la formule. Alors, je ne sais pas si vous avez pu observer la chose, mais à chaque fois qu'on tapait une formule en lien avec notre tableau de données, vous avez vu que les résultats ont bougé, ils ont été modifiés. Alors ça, c'est quelque chose pareil qui est propre à LibreOffice Calc. On a utilisé une fonction pour déterminer aléatoirement 0 ou 1. Donc chaque fois qu'on va faire un calcul impliquant ces données, automatiquement, il va relancer toutes les instructions aléa.entreborne. Donc au moindre calcul, les impliquant, chaque fois, on recommence, c'est comme si on remélangeait et qu'on refaisait nos 500 lancers de pièces. Donc là-dessus, c'est un petit peu perturbant au début, parce qu'on ne comprend pas trop ce qui se passe, mais c'est tout à fait normal, il faut juste laisser faire. Donc voilà, nous avons pu compléter notre tableau numéro 7. Donc on va pouvoir passer à la question suivante, donc décrire les résultats obtenus, en déduire si cela corrobore vos réponses à la question 1 de la situation numéro 3. Alors, on rappelle, normalement, dans la question numéro 1 de la situation numéro 3, on s'attendait à trouver du 0,5, une chance sur 2. Et dans ce tableau, quel est-il ? Des 0,5, on en trouve, Par exemple, pour le premier échantillon et le deuxième échantillon, et après, ça diffère. Encore une fois, ça fluctue, on va avoir une fluctuation de nos fréquences. J'ai 0,46, 0,62, 0,58, 0,48, 0,42, etc. Donc, insertion zone de texte, écrire les résultats obtenus. Donc, les fréquences fluctuent, elles varient, d'accord ? Par contre, si on regarde bien, la fluctuation semble moindre. Souvenez-vous, dans le cas précédent, on avait, si on revient en arrière, une fréquence d'apparition qui allait jusqu'à de 0,13 à 0,63. Et dans notre cas, le plus grand, c'est déjà 0,62, donc c'est un peu moins. Et le plus petit, c'est 0,42. Donc ça veut dire que notre fréquence la plus basse est supérieure au cas précédent. Et à l'inverse, notre fréquence la plus haute est inférieure. Donc c'est intéressant. Donc les fréquences fluctuent, mais sur une échelle moindre. Et donc ça, pour bien se rendre compte que ça continue de fluctuer, mais sur une échelle plus restreinte, on va devoir notamment calculer encore une fois l'étendue qui va nous permettre un petit peu de quantifier cette fluctuation sur une échelle de 0 à 1. Donc calculer l'étendue de fréquence d'apparition de l'événement P, donc insertion, zone de texte. Donc ici, l'étendue de l'événement P, c'est égal donc à la fréquence maximale moins la fréquence minimale. Donc au maximum, on a obtenu 0,62 moins le minimal qui est de 0,42. Ce qui nous donne donc un résultat de 0,2. Voilà, si on met, ou 0,20 si vous préférez. Donc E en minuscule et le P qui est en indice, on sélectionne et on va sur indice. Très bien. Donc conclure quant à l'impact que semble avoir la taille de l'échantillon sur F. Donc on rappelle, l'étendue, ça permet de mesurer la fluctuation. On voit que sur une échelle de 0 à 1, hop là, l'étendue est de 0,2, soit bien inférieure à la situation précédente. Donc je rappelle, la situation précédente, on avait lancé 8 fois la pièce, on avait obtenu une étendue qui est relativement grande, et dans le cadre où on lance 50 fois la pièce, l'étendue est beaucoup plus faible. Donc on peut supposer, d'accord, que plus la taille de l'échantillon augmente, plus l'étendue diminue, et donc plus l'étendue diminue, ça signifie que plus la fluctuation est moins importante, plutôt moins la fluctuation est importante. On peut même aller plus loin que ça. La fluctuation est moins importante et effectivement les résultats semblent se resserrer autour de 0,5, qui était là un petit peu la valeur qu'on avait prédite.
Donc la question qu'on peut se poser, c'est si on augmente encore la taille de l'échantillon, c'est-à-dire si au lieu de faire 50 lancers, j'en fais 100, 200, 500, 1000, voire 10 000, bah, quelle est la valeur que je vais obtenir? Est-ce que je vais continuer de m'approcher de 0,5? Est-ce que je vais vraiment obtenir 0,5? Ou est-ce qu'il va se passer complètement autre chose? Donc c'est notamment le dernier onglet qui s'intitule Probabilité. Et donc du coup, l'objectif de cette partie, c'est bien de vérifier l'impact de la taille d'un échantillon sur la fréquence d'apparition de l'événement P, puis de faire le lien avec ce qu'on appelle la notion de probabilité. Donc pour ce faire, ici vous avez un premier tableau, où effectivement on a simulé le lancer d'une pièce de monnaie, pour on a obtenu la fréquence d'apparition de l'événement P. On a simulé 5 fois le lancer de pièce de monnaie, on a obtenu une fréquence d'apparition de 0,4, puis on l'a fait 100 fois, puis on l'a fait 1000 fois, puis on l'a fait 10 000 fois. Alors bien évidemment, je ne me suis pas amusé encore une fois à lancer 10 000 fois la pièce de monnaie. Non, pour ce faire, j'ai utilisé une application en ligne qui se trouve sur le site d'Omeomat et qui est accessible tout simplement en cliquant sur le lien ci. Donc il suffit simplement de faire CTRL et de cliquer. Donc nous voici sur le site Omeomat qui nous met à disposition gratuitement un simulateur d'un lancer de pièces pour obtenir pile ou face. Donc comment cela se présente-t-il? Ici vous indiquez le temps en secondes que vous voulez entre deux lancers, donc je vais par exemple partir sur 1 seconde. Et si vous faites sur lancer, voilà, premier lancer, deuxième lancer, troisième lancer, hop, je vais faire un stop. Et donc au passage, donc arrivé au 5e lancer, on a obtenu 2 fois pile, on a obtenu 3 fois face, donc derrière si on a obtenu 2 piles sur 5 lancers, ça fait bien une fréquence de 0,4. Et pareil, il va nous calculer automatiquement la fréquence de face, donc à savoir 0,6. Donc bien que vous avez stoppé, vous pouvez reprendre en faisant lancer, donc ça va reprendre le compte à rebours. Et donc du coup, il s'agit simplement de s'arrêter aux valeurs indiquées. Alors le problème, c'est que ça peut être un petit peu long, notamment quand il va falloir arriver à 100, 200, voire 1000 lancers. Alors bien évidemment, vous pouvez ici modifier le temps, on peut l'accélérer. Donc au lieu d'avoir 1 seconde entre chaque lancer, on peut avoir 0,1 seconde. Et si vous reprenez sur lancer, ça va le faire en accélérant. Là, effectivement, déjà, c'est un petit peu plus rapide. Par contre, une limite quand même, ce qui est mon cas pour moi, ça va être notamment votre vitesse de connexion derrière. Si je cherche à aller encore plus vite, donc au lieu de faire 0,1 seconde, je fais 0,05 secondes, effectivement, moi, ça lag. Ça bloque, ça bug, etc. Donc, ça dépend vraiment de votre connexion pour le coup. Mais effectivement, c'est un outil qui est très pratique, encore une fois mis à disposition gratuitement par ce site. Donc n'hésitez pas à l'utiliser pour réaliser vos simulations. Et donc maintenant, on peut retourner sur le tableur. Donc maintenant que notre tableau est complété, on va pouvoir un petit peu passer à la suite. Alors, représenter graphiquement les fréquences d'apparition f de p en fonction de la taille de l'échantillon à l'aide d'un diagramme XY. Donc comment est-ce qu'on réalise ce type de diagramme? Donc là, il y a 2 types de données. On veut la taille de l'échantillon, donc c'est bien la première colonne du tableau, et on veut les fréquences d'apparition f de p, donc c'est bien la deuxième colonne. Donc on va tout sélectionner, titre compris. Et une fois qu'on a sélectionné notre tableau, on va pouvoir faire insertion, diagramme, et d'après notre question, nous demander le diagramme XY, donc on va sélectionner le diagramme XY. Les données se mettent à jour. Donc je vous rappelle que par la suite, il faut faire suivant, suivant, suivant. À partir de là, il va falloir donner un titre, le titre de l'axe des X et le titre de l'axe des Y. Donc ici, en titre, on va appeler ça fluctuation de la fréquence d'apparition de P. On est bien d'accord. En X, ça va représenter la taille de l'échantillon, qui est représentée par la lettre N. Et en Y, nos fréquences d'apparition. Hop là, terminé, on obtient ce graphique suivant. Hop, que je mets au bon endroit. Alors, si jamais vous n'aimez pas forcément les points, les gros carrés, je vous donne plusieurs astuces. Première astuce, si vous cliquez 2 fois, 3 fois, vous allez sélectionner vos points, un clic droit en la matière. Hop là, s'il veut bien réagir, voilà, parfait. Et vous pouvez aller dans, si je ne m'abuse, formater les séries de données. Et à partir de là, en icône, vous pouvez sélectionner ce que vous voulez. Donc le temps qui charge, parce qu'il y a quand même un certain nombre de points.
Si j'allais dans dans le symbole, par exemple, rajouter une croix. Hop, je fais OK. Effectivement, c'est déjà un petit peu plus lisible. D'accord ? Même chose si vous préférez voir les points reliés. Donc même chose, vous la sélectionnez, clic droit, formater les séries de données, et éventuellement dans ligne, on peut faire une ligne continue. On va la faire très 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 légère. Non, on a dit très légère. En 0,5 par exemple. Si je fais OK, hop, j'ai relié les points. Et donc voilà notre graphique. Donc qu'est-ce qu'on constate ? Plusieurs choses. D'abord, il y a une grosse fluctuation au début. D'accord ? Ça fluctue quasiment de 0 à 0,8. Ça fluctue encore un petit peu, puis passer le millième ou le 2 millième lancé, on voit que la fluctuation se stabilise. Elle cesse quasiment de fluctuer. Donc ça, c'est notre première information. Plus la taille de l'échantillon augmente, plus la fluctuation va se stabiliser. Donc première chose. Donc, hop, insertion zone de texte. Donc, plus la taille de l'échantillon augmente, plus la fluctuation se stabilise. Et ici, c'est particulier, elle se stabilise autour de quelle valeur ? Si on lit, elle se stabilise autour de la valeur 0,5. Hop là. De la valeur 0,5. Alors, hasard, pas hasard, coïncidence ou pas, que représente ce 0,5 ? Bon, on se souvient, hein, dans ce jeu, on a une chance sur 2 d'obtenir l'événement pile. Donc une chance sur 2, en fraction c'est 1 sur 2, 1 sur 2 ça fait 0,5. Ça tombe justement, c'est exactement ce chiffre sur lequel notre fluctuation se stabilise. Donc qu'est-ce qu'on peut en penser ? Eh bien qu'effectivement, notre hypothèse qui était que normalement on doit trouver 0,5 est vraie, mais à condition qu'on effectue un grand nombre de lancers. Donc ça corrobore bien notre réponse, effectivement. Donc cela corrobore la réponse précédente, qui était de trouver une fréquence d'apparition de 0,5, mais à condition d'effectuer un grand, voire un très grand nombre de lancers. Sur 10 lancers, 15 lancers, 20 lancers, j'arriverai pas à avoir une fréquence de 0,5, sauf grand coup de chance. Par contre, si j'en fais 2000, 3000, 4000, 10 000, là, je suis sûr d'arriver à 0,5. Donc voilà, si on se retire encore une fois du jeu un petit peu de pile ou face, on cherche un petit peu à décontextualiser les choses, on arrive à la situation suivante. Donc lorsque la taille de l'échantillon n devient très grande plutôt, parce que c'est la taille, et bien, décidément, la fréquence d'apparition d'un événement se stabilise. Elle cesse de fluctuer. Et donc du coup, cette fréquence stabilisée, elle porte un nom. On va l'appeler alors probabilité. Donc on appelle probabilité la valeur de cette fréquence stabilisée. Donc lorsqu'on cherche à faire des calculs de probabilité, par exemple sur une pièce, une chance sur 2, on utilise bien le terme probabilité, parce qu'on se place dans le cadre où on fait un très grand nombre de lancers. Sur 5 lancers, parler de probabilité n'a pas forcément d'intérêt, dans le sens où on n'aura pas vraiment une chance sur 2, 1,5 ou 0,5 ou 50% d'obtenir vraiment le face. Non. Par contre, si je le fais sur 2000, 4000, 10 000 lancers, là ça a un sens. Donc si on résume un petit peu cette activité, on a d'abord vu le vocabulaire propre aux expériences aléatoires. Donc c'est une expérience dans laquelle on ne peut pas prédire à l'avance le résultat avec certitude. Donc l'exemple, je lance une pièce de monnaie, je ne peux pas déterminer si ce sera forcément un pile ou un face que je vais obtenir, notamment sur un lancer. Ensuite, on a fait ce qu'on appelle des échantillons, c'est-à-dire qu'on a recommencé 8 fois à lancer de pièces, 8 fois dans les mêmes conditions, donc ça forme un échantillon. On a pu calculer des fréquences d'apparition de l'événement pile. Et on a réalisé notamment 3 échantillons, donc 3 fois 8 lancers de pièces. Et donc on a constaté effectivement que les fréquences varient, elles fluctuent. Et pour un petit peu caractériser cette fluctuation, on a calculé ce qu'on appelle donc l'étendue. L'étendue qui permet un petit peu donc de mesurer cette fluctuation sur une échelle allant de 0 à 1. Sachant que plus la valeur de l'étendue est importante, plus la fluctuation est grande. Ensuite, on s'est posé la question, voilà, si on augmente la taille de l'échantillon, c'est-à-dire si je passe de 8 lancers à 50 lancers, que se passe-t-il ? On a vu déjà que la fluctuation était moindre, d'une part,
et qu'en plus, forcément, l'étendue était plus petite. Donc on a obtenu une étendue de 0,2. Donc sur une échelle de 0 à 1, la fluctuation variait de 0,2. Donc on avait déduit que plus la taille de l'échantillon augmente, plus l'étendue diminue, plus la fluctuation diminue. Mais par contre, on était frustré parce qu'on n'arrivait toujours pas à notre valeur de 0,5. Ou encore le fameux 1,5 ou 50% de chance. Donc ce qu'on a fait, on a recommencé à faire des lancers de pièces, mais cette fois-ci sur des échantillons de taille croissante. On a fait d'abord un lancer, puis 2 lancers, 3 lancers, 4 lancers, 5 lancers jusqu'à 10 lancers, puis après 20 lancers, 30 lancers, 40 lancers, 50 lancers jusqu'à 100, puis ensuite 100 lancers, 200, 300, 400, 500 lancers jusqu'à 1000, et enfin 1000, 2000, 3000 jusqu'à 10 000 lancers. Et bien évidemment, on a fait ça à l'aide d'outils informatiques. Pour s'assurer, encore une fois, d'avoir toujours les mêmes conditions de simulation, et puis derrière, le gain de temps. Et ce qu'on a remarqué, c'est qu'effectivement, cette fluctuation se stabilisait. Elle se stabilise sur quoi ? Sur ce qu'on appelle la valeur de la probabilité d'avoir notre événement. Donc voilà, donc encore une fois, n'hésitez pas à revenir sur cette correction. Toujours garder vos propres valeurs, bien évidemment, puis adapter. Et puis derrière, si malheureusement vous ne disposez pas de l'outil LibreOffice à la maison, vous pouvez quand même suivre effectivement le pas à pas l'avancement de l'activité. Donc sur ce, bon courage à vous, puis si vous avez des questions, n'hésitez pas.